priorité évidemment à la première prise de parole. Hein. Là, elle a levé la main. Oui, toi tu voulais dire quelque chose là. Oui, des questions. Alors il y en a une, c'est un point de détail qui a dû m'échapper. J'ai du mal à imaginer que, j'ai noté, que Dirac ait pu dire qu'il existe une constante dont la valeur varie avec l'âge de l'univers. Une constante dont la valeur varie déjà, même si c'est pas Dirac. Dirac, Dirac a été encensé par des gens d'admire, parce qu'il a soi-disant découvert l'antimatière, ce qui est faux. Il a vu qu'il y avait de l'antimatière, il n'a même pas vu que l'antimatière elle était là. Parce que quand j'ai dit qu'un corps matériel se propage par onde, c'est-à-dire que c'est pays lourd, il revient, parce qu'il ne bouge pas. Donc autrement dit, quand vous voyez une matière, c'est ce que disait d'ailleurs notre Il y a aussi de l'antimatière. Il y a jeune et anti-jeune. Ce que disait, il avait raison, André, il l'a dit tout de suite, il a dit, lui c'est un musicien, attention. Il a dit, c'est un musicien, il a dit tout est vibration. Ben, il avait raison. Une matière, c'est une vibration. Donc, autrement dit, l'antimatière, elle est là. Alors, pendant un siècle, ils ont cherché l'antimatière partout. Vous n'avez pas fini ma question. Non, mais je réponds déjà à la première partie. Je réponds à la première partie en t'expliquant que tout est vibration, donc, que Dirac, bon, ce qu'il a fait, lui, il a une petite tête. Il a dit, ce qui est vraiment idiot, ça. Il a dit, les constantes mathématiques, c'est tous des petits nombres. Il y a E, il y a pi, il y a ça. Bon, pour lui, tu vois le niveau. Alors, il admire ça, quoi. Alors, donc, ben non, mais c'est grave, toi, alors. Et il a dit, donc, ces fameuses corrélations numériques viennent du fait, l'une des constantes doit varier suivant l'âge de l'univers, parce qu'il croyait au Big Bang dans ta petite. Donc l'une des constantes. Il ne croyait pas au Big Bang, ça n'existait pas le Big Bang. Si, il croyait au Big Bang déjà. Si, il croyait au Big Bang. Non, le Big Bang, on a dû commencer à en parler avec Hubble, je crois bien. Parce qu'il nous amène à l'entre-deux-guerres vers le Japon. Oui, Dirac 1927, mais quand est-ce qu'il a eu son prix Nobel 1932. 1932. Après la découverte, mine de rien ou pas, il y a plusieurs conclusions dans ce que tu disais. À savoir que Dirac c'était de la théorie. C'est vrai aussi pour Higgs et Brooks et Engler. Non, mais attends, Dirac c'est de la théorie, mais il a expliqué le spin qui n'était pas de la théorie, et il a découvert l'antimatière qui a été découverte un an après par des expériences. Oui, effectivement. Bon, alors il y avait un autre truc. Ah oui, non, le plus important. Ah oui, une question qui me vient du fait d'une partie de ta réponse à ma première question. Du coup, elle est plus importante, je la donne maintenant. Est-ce que tu considères que la matière oscille entre la matière positive, disons, on va dire, et l'antimatière, comme une onde stationnaire? C'est comme ça que ça marche. C'est ça que j'ai dit. C'est l'image que j'ai. Lui, il a compris. Je me demandais si c'était bien ça. J'avais peur d'être trop simpliste. Non, c'est ça. Mais ce qui est grave, attends, j'insiste là-dessus, ce qui est grave de voir un siècle de soi-disant physiciens pour chercher partout l'antimatière. Vous pouvez ricaner. C'est tout stupide. C'est des gens stupides. Francis a raison, mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il a copié sur De Broglie en 1934. De Broglie, c'est l'unité de De Broglie que j'ai exposé dans un séminaire qui a frappé à juste titre Francis, et maintenant il répète ça comme ça. Non, t'es faux. C'est encore faux. Voilà. Non, t'es faux. Non, parce que De Broglie, je vous explique De Broglie. De Broglie, c'était un aristocrate. Un duc. Alors, il a admiré Einstein, bon, il a dit, tiens, d'après... Alors, il a pris le raisonnement d'Einstein qui était idiot, c'est-à-dire le photon baladeur. Il a dit donc, si la lumière peut être à la fois une autre particule, donc la matière aussi doit y être. Donc, avec un double raisonnement, il est retombé sur ses pieds. Il est parti d'une erreur d'Einstein, il a fait une autre erreur parce que c'est un amateur. Puis après, par contre, en 1950, quand il a retrouvé David Bohm, il a dit, ah, je reprends la double solution, il est parti. Est-ce que tu as lu la thèse de Broglie? Tu l'as pas lu? C'était un nulard, De Broglie. De Broglie, c'était un amateur, il n'a rien compris à la mécanique quantique. Il n'a rien compris au cosmos. De Broglie a établi une analogie entre le principe de Fermat et le principe de Maupertuis, et il a extendu cette analogie par une analogie musicale, parce qu'il était aussi musicien. C'était un coup de force qu'il a fait dans sa thèse. Einstein n'apparaît pas dans cette thèse. Il faut savoir de quoi on parle. Là. Ça va. Ben, je n'ai pas lu sa thèse, ça se voit. Non, mais je veux dire, tu as de très bonnes idées, tu es très créatif, mais en histoire des sciences, franchement, tu connais rien. Tu dérailles. J'affirme que De Broglie était un amateur, il a eu un coup de chance,
par hasard. C'était un autodidacte, hein, je crois. Ben, Vraiment, oui, c'était pas son un- frère était c'était pas- pas un grand Non, son con. frère, voilà, il faisait l'histoire. C'est un historien qui s'est Il rabattu. a peut-être un peu plus que nous, parce que là, elle a l'air d'avoir... Moi j'étais un élève de Broglie qui était dans mon comité de direction, Ah, c'est qui pour ça, m'a voilà. fait passer maître de recherche. Je sais de qui je parle de gens que Oui, j'ai mais vus, moi, je trouve- pas de gens abstraits. Oui, mais tu admires de vrai comme Dirac et Einstein qui sont des nuls. Voilà, Écoute. j'affirme ça. Et je prouve. C'était un aristo qui s'est beaucoup intéressé aux sciences, mais je sais pas, c'est un aristocrate qui s'est beaucoup Ouais, intéressé aux sciences, mais qui était... Non, Voilà, c'était- t'as fini la question? Non, j'en ai encore une Louis de dernière, Broglie, c'est tout. je termine. Louis de Broglie. Mais ce sont des questions qui sont vraiment des questions. Je veux dire, Oui, je mais connais c'est pas la bon, réponse. Non, mais c'est bon, moi je réponds tout de suite. Hein. Et Non, oui, Louis c'est, de Broglie a fait une thèse. Bon, ça va. Il a soutenu sa thèse. Ça va, on a marre avec ton attends. On a dit qu'il est nul. Non mais J'affirme qu'il est nul. Il a foutu tout le monde dans Stop, tout le stop, monde. stop. argumentaire. Je vais vous mettre d'accord tous les deux. Francis, ne Mais fais tout pas le monde est d'histoire. parti dans la double C'est pas la peine d'essayer de Ne nous fais pas convaincre d'histoire que des De Broglie sciences. était pas un Expose des fumiste, on est idées tous qui convaincus. sont intéressantes. Non, Ne non, fais toi, pas d'abord, arrête de d'histoire. déconner, tu dérailles. Parce que tu ne dis que des conneries. Tu dérailles aussi. Non, pas que des conneries, faut exagérer non plus. Sinon on serait pas venu. Les techniques, c'est pas Napoléon. Là, il faut le savoir. Alors, Ah, vas-y. non, il y a le truc qui m'intéresse. Ah oui, celle-là, je crois bien que c'est la première fois que je l'entends. Ou alors je t'ai mal lu les fois précédentes, excuse-moi. Ah dans ce oui, cas-là. Mais les variables cachées, la variable cachée existe évidemment. Ça m'apprend. Ça T'as bien m'apprend fait quoi. de venir, l'autre. J'ai bien fait. Attends. La variable cachée existe, alors il y a deux choses. Il y a d'une part le fait que la variable cachée existe, déjà ça mérite un développement. Heureusement. Deuxièmement, tu as dit que c'était le grand cosmos. Bah, évidemment. Le fait que le grand cosmos existe, ça reste à voir. Et que tu en aies calculé le volume, ça reste à voir aussi. Quand t'as été vérifié. Est-il une raison suffisante pour croire que c'est ça la variable cachée et par quel mécanisme, j'ai pas bien compris. Parce que c'est logique. Ah bon ah, sans doute. C'est logique, puisque en philosophie générale, c'est-à-dire dans les raisonnements en ce qui concerne le savoir humain, on a dit qu'un humain, on va arrêter le début, un humain, il posait des questions. Donc, il se demande qu'est-ce qui se passe, toujours. Hein, c'est ça le propre des humains, c'est pas le rire, comme on a dit. Bon. Donc, il faut donc poser les bonnes questions dès le début, comme ont fait les présocratiques, comme a fait en particulier Parménide, qui avait dit ce qui est essentiel, c'est la permanence de l'être. Moi, je le dis, il ne faut pas répéter. Non, mais elle n'était pas là. Donc. Il y aura d'autres. Bon. Alors, donc là, t'as lu Parménide ou t'as entendu Ça va, parler je quoi. connais. Donc, tu sais bien que c'est à l'origine de la philosophie. C'est bon. Nous sommes d'accord. Et alors, il y avait son son opposant, c'était Héraclite, qui disait ah ben, il n'y a pas de permanence, sauf le mouvement. Remarque au passage que les arguments avec lesquels on quitte un instant la physique pour en venir à la philosophie, mais après tout c'est bien, ça se fait être science-fiction. Remarquons quand même que les arguments utilisés par l'école des Éléates fondée par Parménide étaient mauvais. Ah, Bah oui, Achille et la tortue, la flèche non, du on en a parc, un parlé, truc t'as comme pas ça. raté. Et c'était quoi l'erreur? Autrement dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait Parménide? Non, mais quelle est Je suis d'accord avec toi. Quelle est l'erreur? Attends, quelle est l'erreur dans le bassin de la tortue et de la fille? Où est l'erreur? Oh, je me souviens plus du Voilà, détail. voilà, Eh, oh, j'ai le droit d'avoir oublié le détail et de me souvenir d'en avoir été convaincu à un moment Moi, j'ai donné. démontré qu'il y avait Par contre, je suis prêt à parier tout ce que tu veux, que si on se donnait rendez-vous à demain, le temps que je retrouve mes notes ou les notes d'autrui, je vais te faire la démo. C'est pas la peine que tu te Non, déranges. c'est pas la peine. C'est pas la peine, d'accord. Mais admettons que Je c'est pas la rappelle peine qu'on le se dérange. raisonnement. D'ailleurs, Je faut suis pas sûr nous que là-dessus, il n'y a rappeler. pas besoin de convaincre qui que ce soit que l'argument d'Achille et la tortue ou de la flèche du parc sont des éléments spécieux ou Oui, fallacieux. mais il faut démontrer pourquoi. Oui, non, mais Et tu vas répondre à tes Ça nous amène à des mathématiques qui n'ont vu le jour qu'au XIXe siècle. On écoute. Bon, je répète pour ceux qui n'étaient pas là. On écoute Alain et ensuite tu réponds. Alors, Allez. toujours est-il que on va admettre provisoirement que Parménide n'avait pas d'argument scientifique, et d'ailleurs, après tout, il ne faisait que de la métaphysique, pour démontrer sa conclusion, mais en fait, il avait eu effectivement une intuition géniale. Je suis assez d'accord avec cette idée. Parce qu'après tout, de même que Démocrite, qui lui était un atomiste, il s'opposait aussi à Parménide et à Héraclite de ce point de vue-là, son idée de l'atome n'était pas celle qui a commencé à poindre sous Lavoisier et Priestley, pour ensuite jusqu'à maintenant, qu'on ne sait même plus Quark va-t-en savoir jusqu'où on ira après. Bon. Mais non, il faut arrêter la finie. C'était plus Donc, une question, ils avaient les arguments. mais- empiriques, hein. Il y avait deux idées, effectivement, ou bien c'est continu, ou bien c'est discontinu. Ou bien c'est fondamentalement, ou bien le devenir est une illusion, ou bien le temps est une illusion, ce que disaient les Éléates.
ou bien, au contraire, il n'y a rien, tout change. Non seulement on se baigne pas deux fois dans le même fleuve, mais celui qui se baigne, c'est pas le même. Enfin bon. T'as raté ça. J'ai dit que c'était le même fleuve, justement. Je sais. Ah. Ça veut dire que la notion de fleuve, Ah oui. telle qu'elle est vue par les Éléates, n'est pas la même que telle qu'elle est vue Et ça va plus par loin. Non, mais attends, les attends, Héraclitiens, je on est réponds. d'accord. Attends, je réponds. C'est là le vidéo. Je réponds. Bon, comme tu as raté ta tortue, je te rappelle la tortue. Il y a une tortue qui part, l'autre il s'élance, il faut qu'il fasse la moitié du trajet. Oui, non, mais on l'a Ah fait, bah, après l'autre moitié. Mais l'erreur, c'est qu'il va jusqu'à l'infini. Or, l'infini, justement, n'est pas logique. Parce qu'il n'y a que des nombres entiers, d'après Pythagore, l'infini, on ne peut pas le compter. Et en physique, alors ça on le dit, on ne peut traiter que de grandeur en principe mesurable. Or l'infini n'est pas mesurable. Donc l'infini ne fait pas partie des choses de la raison. C'est pour ça que je disais... C'est un argument qui présente une particularité. Je dis Pour un argument scientifique, il n'est pas vérifiable. Laisse-moi parler, puis Il a après- boucle un Ce peu. sera rapide, hein. J'ai presque fini. Non, mais alors, attendez, juste une Il fois. m'énerve, lui. J'aimerais bien- Il est venu pour foutre le bordel. J'aimerais bien qu'il y ait un peu... T'es complètement nul. J'aimerais bien qu'il y ait un peu, non mais j'aimerais bien qu'il y ait un peu de, je dirais, de silence, qu'on s'écoute. On n'est pas obligé d'être d'accord, hein. On est bien d'accord. On n'est pas obligé non plus d'hurler pour dire qu'on n'est pas d'accord. Et on n'est pas obligé d'interrompre ceux qui sont en train de parler pour pouvoir continuer à discuter. Avis Moi, à la population. Hein. Voilà. Alors c'est moi qui donne la parole, c'est moi qui dis qui parle. Et quand, voilà. Donc, Qui doit se taire. Je termine Voilà. donc. Et qui doit se taire surtout. Oui. 10 secondes. Vas-y. N'oublions pas, une proposition scientifique est vérifiable. C'est-à-dire que si elle est fausse, on peut démontrer qu'elle est fausse. L'inverse, non, ça on ne peut pas. Mais c'est le con. Attends, je réponds. Laisse-le terminer. Il a fini. Ça faisait référence à l'argumentation faisant intervenir cette notion d'infini qui fait qu'elle n'est pas... et ainsi de suite. J'ai une réponse. Non, mais Je donne la Francis est réponse. là, il peut Je répondre. donne la Réponds, réponse. après, je te Bon, dis. là, t'as bien fait de venir, Alain. Là, t'as dit une énormité. T'as dit qu'une proposition scientifique doit être vérifiable. Non, une proposition scientifique doit être réfutable. C'est C'est le ce que j'ai voulu contraire. dire. Non, t'as dit vérifiable, c'est le contraire. Ça avait ce sens-là. T'as pas J'espère compris. que tout le monde a compris. Non, c'est important pourquoi? Parce que j'estime avoir réfuté le Big Bang primordial plusieurs fois. Donc c'est une théorie J'ai 3 ou 4 réfutations absolument scientifiques et personne ne veut l'admettre. Donc, ça veut dire que les personnes parmi les pseudo-scientifiques actuels, ça veut dire justement que ce ne sont pas des scientifiques, ils ne sont pas capables de voir que j'ai réfuté leur théorie, ils ne peuvent pas l'admettre. Voilà. Donc, j'ai répondu. Mais quel est... Pourquoi, enfin, on peut se poser la question de savoir pourquoi la communauté scientifique, enfin les Faut que je recommence la conférence? Non, pas du T'as tout. rien compris. Non, mais c'est à propos des arguments qui sont avancés. Il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument. On censure mes travaux directement. Il n'y a que ces gens que j'ai pu publier un article. Et encore, il a réécrit tout l'article pour mettre son nom en avant. Je l'ai pas dit. Oui, on l'a vu J'ai voulu que ça soit- comment tu travailles. J'ai voulu que ça soit- C'est la honte. Il essaie de me Est-ce que copier. je peux poser une petite question, mais qui Ah, n'a Bien rien à sûr, voir. priorité à la première prise de parole. Non, mais priorité à la première prise de parole, après je te donne. Oui, je te laisserai répondre. Une petite question. ça. Est-ce que le temps, lui, est continu et n'est pas discontinu? Il est bien sûr discontinu. Tu as raison, je vais dire pourquoi. Ah, Il existe la déchirure du temps. Tu en as entendu parler de ça? Une déchirure dans le temps. C'est-à-dire, comme s'il y avait un trou de mémoire sur une mémoire générale, un trou de mémoire, on passe d'un moment à un autre, et il y a une déchirure dans le temps, qui est toujours là, parce que le temps, lui, est immuable. Tout ce qui s'est passé pendant ce temps-là est immuable, et à un moment, on a une déchirure du temps. C'est-à-dire, l'espace-temps peut être discontinu et occulte. Et il peut ressortir à n'importe quel moment. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça. c'est pas clair ce que tu racontes. C'est pas clair. Bon. Si tu as une théorie, tu proposes une Bah, conférence. je à peux Nadia. parler d'une théorie, bon, mais on rentre dans un autre domaine, malheureusement, celui du voyage astral, ou celui, ça vous fait... Bon, je peux rentrer dedans ou pas, c'est comme vous voulez. Hein. Tu mais peux bien présenter sûr, une conférence. Non, mais ici, nous sommes des D'accord, libres alors le penseurs, voyage même si astral- on n'est pas d'accord forcément. Bon, avec, j'ai fait du voyage astral, d'accord, et au cours d'un voyage astral, j'ai vu quelqu'un, j'attendais quelqu'un, je l'ai vu faire un parcours d'un endroit à un autre, il avait le téléphone à l'oreille sans arrêt depuis le début du parcours jusqu'à la fin, et quand après je l'ai revu le lendemain, je lui ai dit, pourquoi pour aller à tel endroit tu as gardé ton téléphone pendant une demi-heure? Il me dit, tu m'as suivi. J'ai dit, non, je ne t'ai pas suivi, mais comment j'étais habillé?
Alors j'ai décrit comment cette personne était habillée, exactement dans le détail. Elle m'a dit non, j'étais pas habillé comme ça. J'étais habillé comme ça 2 ans avant sur le même trajet. Mais je me souvenais qu'elle s'était habillée comme ça 2 ans avant. 2 ans avant, elle était habillée, je lui ai décrit les vêtements qu'elle avait pour aller d'un endroit à un autre. Bon, alors tu fais une c'est quoi présentation l'explication? sur supranormal, mais c'est pas le sujet. Comment? Non, mais c'est Nadia qui s'occupe de ça, propose de faire une conférence sur le supranormal. Alors là, le supranormal, je peux faire une conférence pendant des heures. Non, tu fais ça pendant 20 minutes, hein. Pas comme lui pendant 1 heure à lire. Non, c'est très... Attends, je vais te dire, le supranormal, c'est pas pour ce café, c'est pour un autre. Je crois qu'il y a un lien entre tout, personnellement. Je crois qu'il y a un lien entre tout. Il n'y a pas de hasard, il y a un lien entre tout. Mais non, c'est Je peux dire ce que je veux Oui, dire. alors pour pas qu'il oublie, parce que sinon il risque d'oublier, puis après c'est Jacques. Voilà, donc, tu ne m'interromps pas. Francis a Pas raison. d'attaque personnelle. Hein. Non, mais parce qu'il m'attaque. Non, mais je ne l'attaque pas, attention, moi j'attaque personne. Francis a raison, et il a tort. Il a raison parce qu'il dit quelque chose qui est juste, et il en profite pour rajouter derrière quelque chose qui n'est pas correct, et qui d'ailleurs n'a rien à voir avec ce qu'il vient de dire. Et sur quoi il a raison. Je prends l'exemple de l'infini. Francis a raison, l'infini n'est pas un concept physique. Ni l'infiniment petit, de la théorie atomique, ni l'infiniment grand, de la théorie de l'univers fini. L'infini n'est pas un concept physique, c'est un outil mathématique pour faire les calculs. C'est un moyen mathématique pour simplifier les calculs. Ça ne sert qu'à ça. Ça n'a aucune réalité physique. Le temps n'est pas continu. Il y a un temps limite qui est le temps de Planck. L'espace n'est pas continu. Il y a une distance limite qui est la distance de Planck. c'est faux. Ri- C'est faux, il s'est trompé d'un facteur 10 fois 100. Je peux terminer. Pour moi, l'espace est... Non, attends, je suis permis. Laissons-le terminer, écoute-le. C'est faux, c'est faux. D'accord, mais écoute-le, et après tu diras le contraire. Voilà. Donc ce que je veux Donc, dire, c'est voilà. qu'effectivement, l'infini n'est pas un concept physique. On t'a déjà dit ça. C'est pas un concept physique. Aussi bien, attends, C'est pas un concept physique, effectivement. J'ai déjà dit, il répète ce que je dis là. Silence autour. L'infini n'est pas un concept physique, ni pour l'infiniment petit, ni pour l'infiniment grand. Mais ce que Francis n'a pas compris, c'est que c'est une fiction mathématique pour simplifier les calculs. Sans ça, on ne peut pas faire de calcul. Voilà. Ça, c'est une première chose. Maintenant, une deuxième chose, et là où Francis a raison, mais il a tort. Il a tort parce que l'erreur comment dirais-je, de la tortue, hein, c'est pas du tout parce qu'on a introduit l'infini, c'est parce qu'on n'a pas introduit le temps et l'espace en même temps. Il fallait connaître les séries de fractions continues, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec l'infini, rien. Tu vois, alors Francis, il a envie de placer son truc dans un truc qui est strictement irrelevant, comment dire en anglais. Je termine. Bon, t'as entendu, maintenant c'est Jacques. Allez. Oui, alors moi je pense que Zénon a peut-être commis 2 erreurs. Donc d'abord, comme ça a été dit, l'erreur de faire intervenir l'infini en physique, mais peut-être aussi une deuxième erreur, c'est que même si on supposait que l'infini en physique avait un sens, ça serait quand même faux, parce qu'il y avait une supposition implicite qui est qu'une somme d'une infinité de nombres donne nécessairement un résultat infini. Et ça, bon, même si ça n'a pas de sens en physique, en mathématiques, on peut donner un sens à cette notion, hein, comme disait Jean. Et par la suite, on a découvert qu'il pouvait y avoir une somme d'une infinité de nombres qui donne un résultat fini. Ensuite, j'avais une autre remarque sur l'histoire des variables cachées. L'idée que la variable cachée, ça serait le cosmos, je me demande, est-ce que ça ne rejoindrait pas l'idée d'Everett, de la fonction d'onde universelle? C'est-à-dire l'idée que ce n'est pas une particule qui a une fonction d'onde, mais ça serait tout l'univers, c'est-à-dire on pourrait dire le cosmos, qui aurait une seule fonction d'onde globale. Bon, alors oui, très bonne question. Justement, on arrive à un des épicycles monstrueux actuellement. Ils sont noyés dans une série d'épicycles. C'est exactement pareil que l'affaire Copernic. Vous vous avez rappelé l'affaire Copernic. Hein. Et vous savez que dans l'histoire des sciences, ce qu'il faut se rappeler dans l'histoire des sciences, c'est que les gens ils oublient les leçons d'histoire. Donc actuellement, en cosmologie, ils rajoutent des épicycles. Alors il y en a un, c'est le principe anthropique qui ne sert à rien, que j'ai d'ailleurs réfuté. Expliquez ce que c'est que les épicycles, tout le monde le sait. Que j'ai réfuté. Explique. Non, mais tout le monde connaît les épicycles, sauf Tout le monde moi. ne connaît pas. Non, je connais Jacques, les est-ce que tu épicycles, connais les mais pas les épicycles? épicycles. Voilà. Alors les épicycles, c'est ce qu'on rajoute quand une théorie, Tu parles dans ta bulle. on s'aperçoit qu'une théorie ne marche pas parce qu'ils ont dit que
leur Big Bang primordial, ça ne marchait pas, hop, ils ont rajouté une inflation. C'est-à-dire qu'ils ont dit... C'est pas ça les épicycles, c'est le système de Ptolémée. Écoute, dis pas n'importe quoi, explique. Bah, ça va, laisse-moi finir, j'applique à la cosmologie. Ouais, mais Donc un épicycle, c'est quand on rajoute un élément à une théorie qui était boiteuse. Voilà, exactement. C'est boiteux. Quand on rafistole une théorie qui marche pas. Voilà, c'est une usine à gaz. C'est une usine à gaz. Voilà, donc Ce ils ont rajouté des que épicycles. dit Alain, c'est que là, c'est métaphorique. Hein, parce que, voilà. Bon, alors, après, alors le dernier, alors attendez, je finis là-dessus. Le dernier épicycle en date, ça s'invente pas. C'est le fait de dire, ah ben il n'y a pas qu'un seul univers, il y a plein d'univers. Ce qu'on appelle le multivers. Parce que comme il s'en sort pas, parce que je vous explique pourquoi. Comme il s'en sort pas pour expliquer justement d'où vient le 137 et les autres nombres, les mathématiques, il n'y arrive pas, il dit, ah ben c'est tiré au hasard. Et c'est facile, on dit, il y a plein d'univers ratés, et nous on est dans un bon où les constantes s'adaptent pour qu'on soit vivant et tout ça. C'est complètement idiot, c'est anti-scientifique, parce qu'on ne peut pas observer les autres univers. Mon grand cosmos, on peut l'observer. Il est observable par le rayonnement du fond du ciel. Donc le grand cosmos nous envoie un message en permanence. Donc, moi, ce que je fais, c'est dès la vraie science, je parle de phénomènes qui sont directement observables et on calcule son volume. Mais eux, les sciences officielles, le multivers qu'on trouve dans Klein et compagnie... C'est pas un épicycle. Laisse-moi parler. Oh, tu dis des conneries. Non, c'est un épicycle, c'est le plus monstrueux des Ça, épicycles. tu fais... Alors, pourquoi c'est important? Justement, j'ai rectifié ça. Parce que Poincaré avait dit, alors lui, je rappelle Poincaré, au début, vous m'avez parlé, c'est l'un des mathématiciens qui s'était opposé au formalisme. C'était l'école intuitionniste. Eux, ils sont restés. Il y avait Kronecker aussi, il y avait Bowers, plusieurs mathématiciens qui étaient sérieux. Bon. Qu'est-ce qu'il avait dit, Poincaré? Il avait dit, on ne peut pas baser la cosmologie sur les équations différentielles parce que l'univers est unique. Et quand on a un phénomène unique, on ne peut pas appliquer d'équations différentielles parce que les équations différentielles, il y a des constantes d'intégration qu'on ne pourra pas déterminer. Donc, autrement dit, là, comme ils se sont lancés avec Einstein et compagnie dans les équations différentielles pour le cosmos, ils ne s'en sont pas sortis, et donc ils ont trouvé comme échappatoire de dire « Ah ben, il n'y a pas qu'un seul univers, il y en a plein. » Lamentable. Quand tu parles de mathématiciens intuitionnistes, c'est par opposition à quel autre type? Bourbaki, par exemple. Formaliste, les Bourbaki, là, voilà. Cantor, t'as raté le début, il y avait Cantor, il y avait... comment il s'appelle l'autre il y avait Whitehead, des mathématiciens philosophes. Whitehead et Russell. Ils ont fait Principia Mathematica, hein, t'as raté le début, en 160 pages, ils ont démontré que 1 plus 1 égale 2. Franchement, ils se foutent de la gueule du monde. Mais les gens, en particulier les normaliens de Bourbaki, ils sont rentrés là-dedans, ils ont fait aussi le traité de Bourbaki, là, qui a foutu en l'air toute une classe qui a dégoûté des mathématiques toute une classe d'élèves. Hein. On a dégoûté les enfants surtout, en leur apprenant, en commençant à la maternelle et à la cours élémentaire, à leur faire de la logique formelle, des mathématiques formelles. Maintenant, on y revient. Alors c'est pour ça que ces dames disaient que j'étais nul en maths. Je vous félicite d'être nul en maths, parce que c'est une horreur qu'on vous la présente. Et alors il y a Villani qui roule les mécaniques là, à l'Académie des sciences et qui est en train de présenter un projet pour eux. Et ce gars-là n'est pas compétent, parce qu'il est normalien, donc il n'est pas formaté. Les normaliens, c'est des gens, ils sont trop bridés. Alors il a eu un médaille fille, mais ça ne veut rien dire. Parce que pour un esthète, mais il dirige l'Institut Henri Poincaré. Non, ça y est, il a sorti. Maintenant, je suis un esthète. Et j'estime que par exemple, la démonstration du théorème de Fermat en 1000 pages, pour moi, c'est pas valable. Moi, mes démonstrations durent 3 lignes. C'est ce que dit Boileau. Hein. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire vous viennent de tes éléments. Je crois que c'est 50 pages seulement. On n'a pas besoin de... C'est ce que disait Marine de face à Macron. Il va y avoir de nouvelles mathématiques qui vont mettre en péril tout ce qui existe actuellement en mathématiques, comme dans les sciences. Qu'est-ce qui nous dit que dans 50 ans, toutes ces mathématiques-là, on va dire qu'elles sont fausses parce qu'il va y avoir une nouvelle façon de faire les mathématiques, comme une nouvelle façon de contrarier les médecins actuels, les scientifiques actuels et tout le reste. Oui, alors, donc je donne un exemple sur ce que tu viens de dire. Il y a pas comme maths, on a introduit le formalisme. Oui, non, mais pas comme maths, bien sûr. Je réponds à la question. L'évolution peut mettre en péril. C'est le terme.
Il y a un changement. Non, je réponds. Non, mais C'est la vedette, attention, il faut laisser parler la vedette. Non, Mais c'est vrai que cette espèce de façon un peu hermétique de traiter de discipline qu'on peut mettre à la portée de tous, c'est vraiment quelque chose. Oui, alors justement, je réponds. Non, mais c'est une très bonne remarque. Saute parce aux que- yeux, hein, Non, mais ce qui s'est passé. C'est effroyable. Non, ce qui s'est passé, les mathématiques. Écoutez les jeunes des maths, Oui, alors voilà. c'est formidable. Non, les formalistes ont voulu tout dominer, c'est ça l'erreur. Parce que ça a éclaté toutes les disciplines. Alors, il y a des gens qui ont dit, ah, les mathématiques, quand même, ça s'applique drôlement bien, magnifiquement à la physique. Ils ont oublié un détail, c'est que la biologie, les mathématiques sont complètement nulles en biologie. La preuve, quand je suis arrivé en biologie, j'ai dit, tiens, donnez-moi les masses des... Il y a quatre nucléotides dans l'ADN. Donnez-moi les masses des 4 nucléotides. Ils m'ont donné les masses. Ils se coupent le 2 par 2. Ouais. Les sommes sont exactement les mêmes, à un atome près. Ils n'ont pas vu pendant un siècle. La somme des coupes de nucléotides, leur masse est exactement la même. Personne ne l'a signalé. C'est bien la preuve que ce sont des bandes d'imbéciles. Non, mais ils n'ont pas dit parce que c'était tellement évident pour eux qu'ils n'avaient pas besoin de le dire. Ah non, non, ça va. Il ne faut pas prendre les autres pour des Ça va, imbéciles. si, ça arrête. Il n'y a pas que Francis qui est un grand génie. Mais non, c'est simple, c'était pas génial. J'ai rien fait de génial. Je dis pas que je suis génial. Je dis les autres étaient des abrutis. C'est pas Non, pareil. ce que tu as trouvé de génial en réalité, pas pareil, non. c'est que le 137 est inclus dans le évidemment, code bien génétique. Ça, c'est vrai, c'est lui. Enfin, j'en sais rien, il a peut-être copié ça sur Internet. Hein. Ah ouais. Mais si c'est vraiment lui, c'est génial. Mais c'est même pas Et je génial. pense qu'en science, comme dans beaucoup d'autres domaines, ce qui est important, c'est de sortir des sentiers battus, c'est-à-dire avoir un œil neuf et critique. voilà, Dire pas répéter, comme tu disais tout à l'heure, je veux dire, ces grandes écoles qui forment Ah oui, voilà, exactement. c'est du récitatif. Hein, Oui, bah, c'est- même si à côté, on a quand même des gens brillants, quand même, qui sont intelligents, etc. Mais le problème, c'est qu'ils sont tellement sur les rails qu'ils ne voient rien de ce qui se passe à côté. Quoi. C'est ça qui est- Il y a quelqu'un qui disait que les concours des grandes écoles, c'est une sorte de génocide culturel. Absolument. Parce qu'on prend les meilleurs, les meilleurs intellectuellement, c'est vrai qu'ils sont les meilleurs, les plus capables. On les sélectionne, il y a 3% qui vont à Polytechnique. Et puis on les stérilise. On prend les meilleurs, on les stérilise. C'est un génocide culturel. Absolument, parce qu'il y a la dimension créative. Je crois que c'est Kourganov créatrice. qui a dit ça. Non, non, C'est un prof. non, Si, c'est si. pire que ça, c'est pas les meilleurs. C'est Vladimir Kourganov qui a dit ça il y a 40 Non, ans. non, pas les on a meilleurs. des gens qui sont brillants quand même. Hein. C'est pas les meilleurs. Peut-être pas forcément les meilleurs, on est bien d'accord. Non, mais c'est- Parce qu'en tout cas, ceux qui sont sur les. Enfin, disons ceux qui entrent dans le ceux qui, moule, voilà, non, mais ceux qui sont intellectuellement les plus aptes. ceux qui On entrent les dans le moule sélectionne et qui sont capables de répondre Voilà. à ce Et qu'on puis leur au demande. lieu de les rendre créatifs, on les rend stériles. Excusez-moi, La question, la Chine communiste a supprimé les concours, on a vu ce que ça a donné. Hein. La Faut Chine pas- communiste. oui. Bah, maintenant, ils sont en plein ils sont Non, en train de justement. dépasser les Non, États-Unis. justement, mais à une époque, on a vu ce que ça a donné. Hein. Voilà. C'est-à-dire, il y a une question là. Non, non, mais attends. Maintenant, ils dépassent tout. Faut pas La dame, elle a rien dit. tout le elle temps les a- concours, les moi non plus. Il faut pas sans arrêt critiquer les concours, les trucs. Elle veut poser une question, Nadia. Non, je pense que tu as raison hein, sur certains points, je pense que. Mais c'est sur le formatage, on est en train de parler du Je formatage. voudrais vous demander, bon, vous connaissez Grothendieck? Oui, c'est un bateau. Il fait partie de la bande des formalistes. Ah Il bon avait un peu d'intuition. Il avait quand même un peu. Parce qu'il s'est retiré complètement. Oui, il en a eu marre, c'est Son vrai. histoire, moi je trouve qu'il a une histoire très intéressante, parce qu'il était juif d'Ukraine, je crois, enfin quelque part de là. Il a été pris dans les camps quand il était petit, il les a quittés, il a réussi à survivre, il est venu en France. Et il ne parlait pas, et à 10 ans, il a trouvé tout de suite des formules tout seul, il s'intéressait aux maths. Oui, il était dit. J'ai lu sa bio, et il a été grand enseignant en France. Puis à un moment donné, il s'est arrêté, parce que justement, il n'était pas d'accord. Il trouvait qu'on ne faisait pas, l'enseignement était... Il ne suivait pas toujours le programme, il était assez libertaire. Il était intuitionniste celui-là. Oui. Et en fait, il s'est retiré dans un trou perdu dans le sud de la France, tout seul. Oui. Il a écrit des trucs pendant des années. Et il est mort là maintenant. Et la famille a accepté que tous les documents de leur père soient photocopiés. Et maintenant, c'est mis au je ne sais plus dans quel ministère, peut-être de la recherche. Et des étudiants vont passer leur temps, à un moment donné, à déchiffrer les photocopies pour voir ce qu'il a fait. Parce qu'il était très, très créatif, justement. Oui, mais enfin, oui, attention. Voilà, mais moi j'ai Non, mais attends, non, c'est comment votre prénom Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Mais il en avait marre du système. Marie-Thérèse, le bien de
faut pas que je répète ma conférence. Je viens de dire que le gros problème, c'est l'éclatement des disciplines. Ton Grothendieck n'est resté que dans les maths. Il n'a pas fait de biologie. Il faut tout faire en même temps. Donc il est resté dans son domaine. C'est vrai qu'il était un peu intuitif. Hein, tout le monde le dit. Hein. Parce qu'il est rentré dans l'école Bourbaki. Alors là, évidemment, ça s'est mal passé. Mais il avait quand même des belles intuitions. Mais il n'a pas été foutu de faire comme j'ai fait en 3 minutes le rayon de l'univers. Enfin, tu ne vas pas me comparer avec Grothendieck. Non, mais je ne compare pas, je dis ça. Non, mais moi je te dis les erreurs. Les erreurs de gens comme ça, c'est de rester dans leur domaine. Il faut éclater dans tous les domaines. Oui, mais. C'est ça que je dis. Unification généralisée. On se fait brûler. Philosophie, mathématiques, physique, chimie, biologie, tout ça c'est le même domaine. Mais la philosophie, elle n'apparaît pas du tout dans je dirais dans la pluridisciplinarité, parce qu'en fait maintenant, dans les établissements scolaires, en lycée notamment, il y a de la multi ou de la pluridisciplinarité, sauf que la philosophie ne fait pas du tout partie de ça. Les mathématiques, oui, la physique, chimie, un peu. Donc c'est vrai que là, je pense qu'il faudra en effet trouver une stabilité dans... Non mais il ne faut pas oublier les disciplines artistiques, techniques et sportives. Parce qu'en France, on néglige tout ce qui est discipline artistique, technique et sportive. Il y a un petit coefficient de rien du tout. La musique, c'est un petit coefficient de rien du tout. Ça n'existe pas la musique aussi. Mais aux États-Unis, pour entrer dans une bonne université, il faut que tu sois un bon sportif aussi. Hein. Il ne s'agit pas d'être une sorte de tête d'œuf comme à Louis le Grand, tu sais, où les gens ils sont complètement, je veux dire, abrutis. Bon, je réponds à cette question-là. En ce qui concerne la musique, il y a quelque chose de très grave qui s'est passé. C'est que Pythagore, il avait fait la liaison entre la musique, justement, et le reste du savoir. Et après, ce qui s'est passé, il a été ostracisé par les catholiques. Ils n'ont pas aimé. Ouais. Ils n'ont pas aimé Pythagore. Et c'est resté maintenant. C'était au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est resté. Non, mais il est resté. Oui, mais. Oui, après, ils l'ont traité comme ils ont dit, c'était un sectaire. Et les religions n'ont pas du tout aimé. Bah oui, on considère comme diabolique tout ce qui est musique, chant, etc. Enfin, alors, ce qui s'est passé après, alors je vous explique, Descartes, le logicien, il a fait un traité de la musique. Il ne s'est pas rendu compte que le nom des intervalles était mal choisi. Par exemple, entre le Do et le Sol, je m'adresse aux musiciens, là. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, il y a 5 notes. Les 5 notes, c'est 4 intervalles. Donc si on veut pouvoir ajouter les intervalles, il fallait dire que c'était une quartz. Alors, il n'a pas vu ça. Pour un logicien, c'est pas très fort. Et ce qui s'est passé, d'ailleurs avant ça, autour de l'an 1000, ils ont bâti le solfège, qui est une absurdité, exprès faite par les églises, pour pas que ça sorte justement des églises. C'est compliqué au maximum. Ça emmerde des gosses, ils veulent pas. La parole est à Nadia, elle est professeure de musique. Quel dommage d'ailleurs. C'est la catastrophe. C'est vrai que c'est emmerdant comme tout. Moi j'adore la musique, mais le solfège, c'est emmerdant. C'est fait exprès. C'est fait exprès. J'ai les preuves. Par exemple, quand tu fais du piano, tu as une main droite, une main gauche. Oui, mais il faut que tu lises 2 portées différentes, c'est pas les mêmes notations. Ils l'ont fait exprès. Non mais il y a probablement une façon d'apprendre un instrument. Bien sûr, il faut passer sans le solfège. Il ne faut pas passer par le solfège. Le solfège, c'est une absurdité. Mais personne, alors ça fait 1000 ans que ça dure, et personne ne réagit. C'est temps que vous bougiez un petit peu, toi qui veux prendre gueule, là, tu peux bouger. Moi je suis d'accord, parce que moi je me bagarrais avec mon prof mon chef de chorale. J'étais l'un des meilleurs chanteurs, il voulait absolument que j'apprenne le solfège pour passer au-dessus. Je lui ai dit, écoutez, ici c'est pas un cours de solfège, c'est une chorale. Je suis l'un des meilleurs chanteurs, le solfège, j'ai rien en tiré. Ah ben non, il faut que vous appreniez le solfège. Tu sais que Pavarotti ne savait pas lire le solfège. Exactement, Pavarotti se vantait de ne pas pouvoir lire. Il travaillait à l'oreille. Tu te rends compte qu'on aurait pu être privé d'un Pavarotti si on lui avait dit, écoutez, il faut d'abord apprendre le solfège et après le chanter. Je peux poser une question sur le solfège? J'allais dire, je comprends ce que vous dites, c'est-à-dire qu'effectivement, d'ailleurs, les gitans font de la musique instinctivement, mais est-ce que c'est pas une écriture utile pour le compositeur qui devrait être lu, bien sûr, être interprété? C'est bien. Non mais attends, comment c'est votre prénom? Oui, c'est sûr. Mais non, mais c'est sûr qu'il faut une écriture, mais pas celle-là.
Faut changer depuis 1000 ans. Mais là, vous bougez pas. Là. Alors, je reconnais que Jean, il y a quand même Jean, il a compris la leçon. Mais de toute façon, la musique est élitiste en France, par exemple. Voilà. Pour pouvoir... D'abord, ça coûte beaucoup d'argent. Quand on ne va pas dans les conservatoires, et même dans les conservatoires, il faut avoir les moyens pour le faire, d'ailleurs. Donc, et puis dans les lycées, ça n'existe pas, enfin. Non, mais attends, je réponds à l'élitisme. Attends, l'élitisme, très important. L'élitisme, alors on dit que les mathématiques servent de sélection. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'orthographe. L'orthographe, c'est une aberration. Pharmacie avec PH. Ah, vous avez tous gobé ça. Alors quand je propose, moi, de faire une phonétisation, comme les Espagnols l'ont fait il y a 5 siècles, bah, il est espagnol, évidemment. alors personne... Mais là, moi, je suis pas d'accord. Voilà, les gens ne sont pas d'accord. Alors on va faire un tour de ça. Pharmacone, ça voulait dire, par exemple, pour pharmacie. Pharmacie, ça veut dire poison, et en même temps, d'après ce que j'ai compris, hein, poison et en même temps remède. Donc tu enlèves quand même sa substance au mot. C'est-à-dire que tu enlèves... Non, il faut phonétiser les langages. Je suis affirmatif. Tu lui donnes les deux sens. Il y a quand même un truc bizarre. Si tu dis ah, il est sans orthographe, Tu t'en vas Quand même, il y a juste un truc bizarre concernant l'orthographe Il a fait un GPS. et la complexité de la grammaire. Un grec pour Socrate. Bon, allez, ça va. Salut. Donc, n'importe quoi. ouais, je peux... Non, mais parce qu'il en a pris plein les dents, il est mathématicien. Ah bah oui, mais il a pas vrai. Est-ce que tu avais une question? Tu avais une question avant de partir? J'ai peur de me faire engueuler. Espèce de matheux, là. Est-ce que tu avais une question? On essaie de faire des trucs interdisciplinaires dans des séries techniques, mais ça, tu sais, en spécialisation, des AI. Alors, c'est pas génial, mais il y a à la fois, les sciences médico-sociales, c'est d'accord, mais des maths, de la physique, de la biologie, bon, c'est pas... Mais quand même, on essaie. Faut essayer d'unifier. Et ça sert pour le bac. Hein. C'est bien, vous êtes sur la bonne voie. Mais on fait ça que dans les séries technologiques, pas... Oui, mais ça fait rien, c'est une bonne voie qui faut... Non, c'est vrai. Hein. Je vous arrête en classe témoignage en classe de 5e, et ça nous amène à l'année 2004, année scolaire 2004-2005. Les TPE, là, c'est pas des travaux Mon personnels fils cadet avait un projet pluridisciplinaire qui faisait partie de son année scolaire. Oui, mais il était On a commencé à comprendre que c'était fondamental. Il était en général. Oui. En général, il y a plus de réticence. C'est pas encore la quatrième. Technique, ça démarre en quatrième. Ah, au collège. Ah oui, d'accord. Allez. Il y a Xenakis qui avait fait de la musique à base de formules mathématiques. Non, mais on peut faire de la musique à base de pas mal de... Non, mais le gros domaine où tout le monde c'est lamentable, c'est la biologie. Ils n'ont pas vu qu'il y avait les constantes de la physique étaient dans les ADN. Il faut le faire quand même. Oui, alors je peux dire quelque chose. C'est justement à cause de ce découpage. Je demande poliment la parole. Maria a eu Xenakis comme prof pendant 1 an, mais elle n'a jamais capté parce qu'elle lui disait écoutez, la musique, c'est ce qu'on sent, c'est pas. Hein? Ce n'était pas de la musique harmonique, c'est évident. Bien sûr. Bon, allez, au revoir, Mireille. Merci pour les questions. Non, t'as pas de honte, il y a beaucoup d'embouteillages. Il n'y a pas un devoir à remplir pour expliquer. Non, interro écrit la semaine prochaine. De toute façon, d'une conférence à l'autre, je vérifie l'état de vos connaissances. Et je m'aperçois que Jacques, il s'accroche à l'infini, il n'y a rien à faire. C'est la déformation qu'il y a initiale des gens. Vous savez, c'est comme quand les jeunes, qu'on les met au catéchisme. Alors, c'est pareil, les religions, c'est encore une agression à la raison humaine. On leur dit, parce qu'on m'a fait le coup. Moi, ça m'a pas choqué. Si on m'a dit, le Dieu il est triple. Ah non, mais c'est contraire à l'unité de l'être. Dieu est triple, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Moi, j'ai pas aimé ça. Ça reste entre nous. Il ne faut pas en parler. On ne va pas mettre la censure. Tu vas te faire excommunier. Hein. Non, tu ne vas pas mettre la censure. En enfer. Alors, ils font leur signe de croix là tous. Je dis, non, le Dieu est unique et le cosmos est unique et justement le multivers est la conception. Tu sais que tu vas être content de l'apprendre, et peut-être que je ne te l'apprends pas. Ça m'a tout de suite fait penser à Spinoza quand tu parlais du grand cosmos qui peut être Dieu. Ah bah peut-être que j'ai des prédécesseurs. Bon, mais ça rejoint aussi d'ailleurs par certains la philosophie bouddhiste également. Ah oui, exactement. Oui, alors les bouddhistes, qu'est-ce qu'ils disent? Attendez-vous bien. Les bouddhistes, ils disent la chose suivante. Quand toutes les conditions sont réunies pour faire un univers, si les conditions restent, l'univers doit être créé en permanence. C'est-à-dire, ils ont introduit le banc permanent. Les bouddhistes, c'est marqué dans un texte célèbre
fait entre un académicien et un bouddhiste, hein, et il démontre que le Big Bang est permanent. Donc, par le simple raisonnement, ce gars-là a déduit que cette vibration, le bang est permanent. Ce n'est pas une question, c'est un tout petit témoignage amusant à propos du fait que l'infini, à propos de l'infini, j'ai eu en classe de 3e un prof de maths qui se refusait à faire appel à l'infini. Il disait jamais infini, il disait toujours aussi grand que l'on veut ou aussi petit que l'on veut. Ah, ça c'est pas mal. Il était rare. C'est rare, regarde. Mais c'est ça que ça veut dire l'infini. L'infini, ça veut dire non fini, infini. Ça veut Oui, dire immensément, ça veut dire non fini. Si l'infini était basé sur un cercle, effectivement, il devient infini. Non, un cercle, c'est pas infini, puisque la surface de la Terre est sphérique, elle n'est pas infinie, mais arrête de... Bon, écoute, moi j'ai une question à te poser. Donc, tu dénonces en fait l'enseignement des sciences. C'est fondamental. Est-ce que tu as des solutions? Est-ce que tu as des recettes? Est-ce que tu penses qu'en faisant comme ci ou comme ça, on pourrait arriver Il faut tout reprendre à zéro en partant de la cosmologie. Déjà, le plus simple. Par exemple, le fait de dire la pluridisciplinarité, c'est indispensable. Donc je pense que ça, c'est une voie qui me paraît, finalement, l'exemple que tu donnais sur la biologie... je redemande la parole. Oui, vas-y. Attends, je vais parler après. Je vais essayer d'être très bref alors. Allez, vas-y. Ça me rappelle mes souvenirs professionnels. Je faisais du support technique. Et souvent, les clients demandaient immédiatement à parler au spécialiste de la question qu'il posait. Mais c'est idiot parce que le spécialiste, il était à 1 ou 2 niveaux au-dessus de celui qui était directement comme le médecin généraliste. Celui qui souffre d'un malaise, il va voir son généraliste parce qu'au départ, même s'il est persuadé que faut que j'aille voir tel spécialiste directement, il vaut mieux qu'il se fasse d'abord élaguer le problème. Des fois, c'est pour ce qu'il croit. Sinon, ça ne marchera pas. Et je pense qu'il y avait j'ai eu l'impression d'une espèce de consensus entre tout le monde, avec lequel je ne vais pas être d'accord. C'est, vous donniez l'impression tous de penser que c'est facile de verser dans davantage de pluridisciplinarité. Mais c'est très difficile. Je veux dire qu'il faut commencer par être un peu spécialisé dans quelque chose pour, comment dire, tiens, ça vaut ce que ça vaut comme métaphore, mais Picasso, il savait dessiner. Je veux dire, il savait dessiner comme Greuze ou comme... Non mais j'en réponds. Ça les empêche de... Je réponds. Il est nul. Tout est simple si on commence par le cosmos, justement, que les gens considèrent comme plus compliqué. Mais on ne peut pas commencer par le cosmos. Si. C'est tout le cosmos. Je suis désolé, c'est ce qu'a dit, Parménide. Hein. Il a dit l'être est permanent. Il faut partir de là. Et quand on part de là, tout de suite on comprend à quoi servent les humains. Mais ce n'est pas applicable techniquement. Si. On voit tout de suite les humains, c'est des calculateurs. Donc on explique le sens musical. Ça commence et toute la biologie s'explique. Tu vois que tu ne suis pas. Moi, je voudrais réconcilier tous les deux. Picasso ne savait pas dessiner. Non, mais essaye de le raisonner. Qu'est-ce que c'est, mon fond? Bon, je viens de lui dire, il faut commencer par le cosmos. Il n'écoute pas. Lui, il parle de l'infini tout le temps. D'abord une boutade. Francis dit qu'il faut commencer par... Il faut reprendre le système éducatif en commençant par le cosmos. Voilà. Mais je pense qu'il pense surtout au grand cosmos. Or, il a dit lui-même que le grand cosmos, c'est une sorte de super ordinateur dont nous sommes les terminaux. C'est un peu comme dans la Bible, on dit que Dieu crée l'homme à son image. Donc finalement, d'ailleurs, il nous a dit, si vous voulez, vous pouvez l'appeler Dieu. Finalement, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il faut reprendre tout le système éducatif en commençant par Dieu, comme on le faisait dans les bonnes écoles catholiques. Mais pas dans la Bible. La Bible, c'est raconteur. C'est des histoires de tribus. Mais tu vois pas que c'est de la provocation? Non, il croit des Francis, c'est de la provoque. Mais non, il mange pas de porc, rien. Il mange pas de saucisses. Moi, je commence à te connaître. Il mange pas de saucisses. Attends, c'est une boutade. Maintenant, je passe aux choses sérieuses. On l'a invité. Je passe aux choses sérieuses. Bon. Il a dit que c'était une boutade. Bon, je passe aux choses sérieuses. J'y crois. Non, mais je passe aux choses sérieuses. Bon, je vais quand même vous dire... qu'est-ce que c'est? Ah oui, ce que c'est par exemple, ce que c'est qu'un épicycle moderne. Bon, je ne veux pas passer... Alors, un épicycle moderne, il y en a plusieurs. Il y a la superinflation. Francis ne croit pas, il a raison. Il y a la matière noire
Christian Marshall n'y croit pas, moi non plus, mais Francis y croit. Il y a l'énergie noire, Francis Marshall n'y croit pas, moi non plus, mais Francis y croit. Donc ces trucs-là, énergie noire, matière noire, superinflation, tout ça, c'est des épicycles. C'est quoi des épicycles? C'est des sortes de cautères sur des jambes de bois gommées pour réparer. C'est une usine à gaz où alors on fait une théorie, on voit qu'elle ne marche pas, donc on essaie de... On rajoute un truc. On voit que c'est comme chez les médecins. On vous donne un médicament pour le cœur, ça vous donne des ulcères d'estomac. On vous donne un médicament, ça vous crée je ne sais plus quoi, des rhumatismes. Un troisième médicament, on vous bourre de médicaments pour que les choses, c'est une usine à gaz. C'est ça les épicycles. Et la cosmologie moderne, Francis a raison, c'est des épicycles. Mais ce qu'il ne veut pas comprendre, c'est que l'idée d'un multivers, c'est pas un épicycle, c'est une hypothèse qui remonte à la Nice. Ça n'a rien d'un épicycle, c'est une sorte d'hypothèse philosophique. Les épicycles, c'est quoi? C'est la superinflation, la matière noire, l'énergie noire. Et ça, c'est des trucs qu'on a rajoutés pour que ça marche. Et ça marche toujours pas. Que veut dire l'énergie noire? Explique-moi. L'énergie noire, c'est un truc qu'on a rajouté. Ça a à voir avec ça a à voir avec l'accélération de certaines galaxies, les unes par rapport aux autres, ou par disons que quand on fait les calculs en mettant, disons, dans les équations, les distances entre les étoiles ou les galaxies, la constante de Newton, etc., on voit que ça ne marche pas. C'est trop peu, etc. Alors on a rajouté matière noire, puis une énergie noire, puis une superinflation, puis des tas de trucs, et puis il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. C'est une usine à gaz. Il faut reprendre les choses depuis le début, ce qu'a fait Copernic, et dire tout se simplifie si on met le soleil au centre. Alors Francis, il dit, tout se simplifie si on met le grand cosmos au centre. Il a peut-être raison. Il croit quand même à l'énergie noire, à la matière noire. Non, tu as mal répondu sur l'énergie noire. Je réponds. Voyons voir. J'explique sur l'énergie noire, je vous explique. Suite à la découverte de l'accélération et l'expansion, ils ont vu qu'il fallait revoir les équations relativistes, là, et ils ont rajouté un terme que Einstein avait déjà introduit au début. Voilà. Un terme qui, pour contrebalancer la gravitation, de compensation. Voilà, un terme répulsif. Mais alors c'est imbécile d'Einstein. Il n'a pas vu que, quand ils ont découvert la récession des galaxies, il n'a pas vu que c'était son terme répulsif qui jouait. Il a dit, je me suis trompé, j'adhère au Big Bang, cet imbécile-là. Alors que s'il a été resté sur cette idée-là, il aurait démontré qu'il y avait une accélération de l'expansion. Il faut bien qu'il était un imbécile fini, et ça confirme ce que je disais, c'était un copieur. C'est pas acceptable, on pose une question scientifique, et tu trouves prétexte pour insulter des gens qui te dépassent très largement. Non, mais réponds bien. Pas au niveau humain, parce qu'au niveau humain, Einstein c'était un salaud. Mais non, mais je montre une erreur d'Einstein. Je suis désolé, c'est pas scientifique. Je montre une erreur d'Einstein. Alors attends, j'ai pas fini. Alors cette énergie noire, attendez, le taux mesuré d'énergie noire par rapport à l'énergie totale, c'est 7 dixièmes. Moi, en un calcul d'une ligne, j'ai démontré justement qu'il y avait un rapport 3 dixièmes pour l'énergie réelle et donc 7 dixièmes. Autrement dit, c'est un faux problème que j'ai détruit en une seule ligne de calcul. Mais tu prends l'énergie on a perdu la question qui était la mienne, à savoir comment faire. Comment faire aujourd'hui? Je t'ai dit, j'ai répondu. Il faut commencer par le cosmos. Il faut répéter 1000 fois. Le grand cosmos, c'est-à-dire par Dieu. Il faut commencer par le commencement. Le commencement, c'est comprendre le cosmos. On commence le grand, après on descend. Parce qu'ils font le contraire, eux. Ils partent des microphysiques, et puis après, il y a un phénomène émergent, il y a un phénomène vivant qui apparaît. Au Moyen-Âge, on commençait par étudier la théologie. On commençait par la théologie au Moyen-Âge, c'est ça le grand. Ça va, qu'est-ce que vous dites? C'est la théologie. Non, arrête avec tes théories. C'est un taliban. Alors, qu'est-ce que vous dites? Je ne veux pas me faire brûler, mais il faudrait commencer par mythe et héros. C'est qui, mythe et héros? Mythe et héros. Non, c'est des racontars de mythes. C'est comme dans la Bible, des histoires de tribus, mais ça m'intéresse pas, moi. Il y a les témoins de Jéhovah qui viennent me voir, me disent. Vous avez fait allusion plusieurs fois. J'en ai marre de vos tribus, là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Il y avait un début de conversation qui était intéressante sur... il faut bien commencer par se spécialiser. Il faut bien commencer par se spécialiser. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il faut plutôt avoir une culture générale dans le domaine des sciences et après se spécialiser dans un domaine. Parce que je crois qu'à partir de là, on peut voir, quand on a une vision générale, on peut voir là où ça peut marcher. Enfin, on a un point de repère. Alors que si on est tout de suite spécialisé dans les mathématiques ou tout de suite spécialisé dans la bio ou autre chose, à mon avis, c'est très difficile d'ensuite de pouvoir percevoir dans quel domaine on pourrait inscrire ce qu'on vient de découvrir, etc.
Donc il faut quand même de la culture générale, une grande culture générale dans le domaine des sciences. Oui, des spécialisations. Et une spécialisation dans le cosmos, qui est essentiellement le cosmos. C'était le cas dans le système éducatif français sous la Troisième République. D'accord. Et à la Libération, tout a été complètement bousillé par le système, comment il s'appelle, ton ami Langevin, là. Ben oui, c'est eux qui ont proposé une réforme du système éducatif qui a été reprise au fur et à mesure par les ministres successifs. Et ensuite, on a introduit alors les mathématiques abstraites pour des gamins qui avaient 4 ou 5 ans. Hein, donc, ça n'allait pas. Mais sous la Troisième République, le système éducatif français faisait une bonne part de la culture générale et on se spécialisait au fur et à mesure. Question. Très court. Il y a ici 3 personnes. Francis, Jean, moi. En raison de leur âge, nous sommes des purs produits du plan Langevin-Vallon. Langevin-Vallon. Moi j'ai étudié dans le système de la Troisième République. Moi j'ai passé le bac à Langevin, c'est tout. Troisième République, toi? J'ai passé. Non, c'était, disons, début de la 4e. Plan Langevin-Vallon 1948. L'application. Le plan Langevin-Vallon n'était pas encore en marche. C'était un projet. Il a été mis en marche dans les années 60. Alors, ce que je voudrais quand même, parce que bon, on est bientôt terminé, et je voudrais quand même qu'on aille déjeuner ensemble si vous avez un peu de temps, ça serait sympa de manger ensemble. Voilà. Mais on en arrive quand même à la politique, parce que tu vois, on parle de science, mais finalement, donc parler de la Troisième République et de l'enseignement qui était dispensé dans cette période-là, et puis l'enseignement qu'on dispense aujourd'hui, quel que soit le domaine. Hein. Je pense par exemple à la fameuse loi Abi, c'est une catastrophe pour les gamins, t'as vu ce que ça a donné, enfin les générations d'illettrés, voilà. Donc ça veut dire que la politique a un rôle évidemment extrêmement fort, important à jouer, et que si on a des politiques qui sont des minables, qui sortent de... Il y a beaucoup plus d'échecs scolaires actuellement, surtout chez les garçons, qu'il y en avait à l'époque, à mon époque. L'enseignement était dur, les profs étaient rigoureux, et il y avait beaucoup moins d'échecs scolaires. On était bons, on était moins bons, il n'y avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui l'échec scolaire généralisé. On a un ministre de l'Éducation nationale qui, pour une fois, nous parle d'introduire la musique dans les établissements scolaires. Voilà une excellente chose. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Parce que Macron est musicien. Ah, peut-être. Oui, j'ai fait partie de pas mal de colloques de l'INRP dans les années 80. Et j'entends ce monsieur qui... Enfin, monsieur, vous venez de dire que... parce que moi, ça fait 40 ans que je suis prof. Je pars à la retraite en septembre. J'ai entendu, très vieille quand même, j'ai entendu ce raisonnement en disant que l'échec, dans les années 80 déjà, quand on travaillait avec l'INRP, que l'échec était très, très important chez les garçons, parce que les enseignantes étaient des femmes. Il y a ça aussi, peut-être. J'avais jamais pensé à ça. Je suis sortie de la réunion, je vous dis tout de suite. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, mais je le pense un peu. C'était un et ce qui m'a fait rester, c'est qu'il y avait du champagne et des petits gâteaux roses. Je suis restée pour ça, mais je suis sortie de la réunion quand même. Non, j'ai pas dit ça. Ah oui, mais ça a quand même été dit, mais en texto. Au fait qu'une femme le Je trouve que c'est une bonne idée d'introduire la musique dans l'enseignement des enfants. Attendez, on va terminer là-dessus. Parce que je viens de parler, tu te tais 2 secondes. Stop. Bon, tais-toi, 1 seconde. Je trouve que c'est une bonne... Je parle en tant que musicien. Je trouve que c'est une bonne idée d'introduire la musique dans l'enseignement scolaire parce que ça fait découvrir des dons musicaux que des gens ont mais qu'ils n'auraient jamais exploités dans leur vie. Moi, par exemple, chez moi, quelqu'un devait de l'argent à mon père, il s'est fait payer par un piano. Le fait d'avoir un piano à la maison, ma soeur est prof de piano, il n'y aurait pas eu ce piano à la maison, elle n'aurait jamais été prof de piano. Donc, c'est souvent une thérapie. On fait découvrir les dons chez les enfants, à condition d'avoir un instrument de musique ou d'être à l'école comme ça. Je propose qu'on aille manger. À toi la parole. Bon, alors je finis là-dessus parce que c'est quand même... L'avocat de la défense. Donc je conclus que si on introduit par exemple la musique, il faut à ce moment-là trouver un solfège qui sera logique. Et je vais terminer par un tour de table. Vous allez tous me dire si vous êtes favorable à la phonétisation de l'écriture du français. Non. Alors, phonétisation. Alors, madame, professeur. Moi, je suis désolée parce que je suis prof d'espagnol. Hein. Oui, mais voilà, justement. Donc, c'est phonétique. Donc, l'espagnol, est-ce que vous voulez faire pareil que l'espagnol? Non, alors, moi, j'entends ce que vous dites quand vous dites que... j'entends quand vous dites que l'espagnol est phonétique. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que tout se prononce en espagnol, mais il y a quand même des lettres
qui sont à connaître. C'est pas de la phonétique. Moi, j'ai été prof, par exemple, dans l'océan Indien, où on voulait instaurer la phonétication du français. Moi, j'étais contre. Ah, voilà. Bon, vous êtes contre. Alors, Voilà. Moi je suis contre, mais le finlandais est une langue tout à fait phonétique avant l'espagnol. Donc, bon, alors, Mais c'est pas phonétique. tu es d'accord pour phonétiser? On n'est pas d'accord. C'est un Maria. cas de divorce, là. Maria, tu es d'accord pour phonétiser le français? Oui, oui. Non, absolument. Voilà. Ça va, Alain, on fait le tour. J'ai le droit de répondre un tout petit peu plus long. Oui, à terme, ça doit se faire progressivement et pas d'un coup brutal. Oui, absolument. Remarquons que parmi les langues déjà phonétisées, Oui, il y a des choses. il y a l'allemand. On n'y pense jamais, mais l'allemand est déjà phonétisé. Il a toujours été phonétique. Et oui, il a toujours été, c'est Toujours exact. été, comme le finlandais. Le français ne l'est pas pour des raisons historiques de correspondance avec le latin. C'est ça. Et l'anglais, il y a encore moins. Et puis pour la question du sens aussi, hein, je pense que c'est quand même... Il y a un autre cas, moins connu, le chinois écrit en caractère latin. Ah oui, c'est intéressant. Donc oui, je suis pour, mais il faudra y Merci aller Alain, progressivement. tu relèves le niveau. Remarquons au passage, qu'on parle le même français et qu'on écrit le même français à Lille et à Dakar, alors qu'il existe au moins 3 variétés d'espagnol différentes. Bon, d'accord. Bon, allez. Et ça, Alors, est-ce que tu es il y a une d'accord? variété de chinois différents. Est-ce que tu es d'accord, là, pour phonétiser? Alors, moi, peut-être une phonétisation limitée, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas logiques dans le français. Bon, il paraît que par exemple les lettres doubles, c'était parce que les moines copistes au Moyen-Âge, ils étaient payés à la ligne, alors ça faisait plus de lignes s'ils mettaient des lettres doubles. Donc ça, peut-être les supprimer. Mais par contre, il y a peut-être certains cas où dans l'orthographe, on a une trace de l'étymologie du mot. Alors ça sera peut-être on pourrait dommage. réserver ça aux spécialistes de si on perdait ça. l'étymologique. Bon, allez, est-ce que tu es d'accord? Phonétiser, simplifier l'écriture du français. Parce que il y a Moi, je suis pour la phonétique. T'es pour d'accord? T'es d'accord? Moi, je suis d'accord. Oui. Bon, et toi, Jeanne? Je pense pas que ce soit. Voilà, alors 1, 2, 3, 4 sur... Mais j'ai appris la langue en phonétique. Moi, j'ai appris une langue entière par la Et phonétique, je la le parle, suédois. je le parle, mais je l'écris pas. Mais... Parce que Oya, alors bon, on termine là-dessus, Oya qui est d'origine turque, comme vous savez, quand elle arrivait en France, elle a appris comme ça par la télévision, quand elle a vu l'écriture, elle a dit « c'est pire que de l'arabe ». Francis, Termine J'ai là-dessus. appris la langue en phonétique. Maria, c'est pareil, hein. moi, j'ai appris le suédois par la Espagnol. phonétique, Voilà. en couramment suédois. Bon, ouais. Uniquement avec la phonétique. Ah bah, ça c'est bien. Bon allez, on va manger là-haut, si vous avez d'autres questions.